Je m'appelle Vivienne Mercé. Il y a 12 ans, mon frère aîné, l'héritier doré de notre famille, m'a jaugé de la tête aux pieds. Son regard a glissé sur mes mains tremblantes, puis il a souri, d'un sourire coupant comme du verre brisé. Tu n'es qu'une poupée défectueuse, Vivienne. Une erreur d'esthétique, a-t-il murmuré avant d'éclater d'un rire grave et velouté. Quelques minutes plus tard, mon propre père me saisissait par le col de mon manteau, m'expulsant sur le perron glacé de notre hôtel particulier parisien. Une Mercé ne tremble pas. Une Mercé ne bégaye pas. Tu n'es plus ma fille. Cette nuit-là, je suis marche dans les rues inondées du 16e arrondissement, sous une pluie battante, avec pour seul bagage un sac en cuir usé et quelques billets froissés. Pas d'adieu. Pas de pitié. Juste le son lourd de la lourde porte en chêne massif se refermant sur mon passé. Mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, je suis revenue. Moulée dans une robe corsée en cuir bordeaux d'une précision chirurgicale, mes talons aiguilles résonnant sur le marbre de la réception du mariage de mon frère, j'ai vu leur visage parfait se décomposer en réalisant qui je venais de devenir. Mais pour comprendre cette chute, il faut revenir au point de rupture. C'était à l'aube de mes 18 ans. L'air de notre appartement haussmannien était toujours saturé de l'odeur du lys blanc et de l'ambre, une atmosphère lourde, presque étouffante. Je cherchais un carnet de croquis oublié dans le grand couloir sombre. La double porte du bureau de mon père, Henri Mercé, était entr'ouverte. Une bande de lumière jaune s'échappait, éclairant la moquette épaisse. Il était au téléphone, la voix sur haut-parleur. J'ai immédiatement reconnu le timbre rocailleux de l'interlocuteur, Arnaud de Villiers, l'investisseur majoritaire de Maison Mercé, la marque de haute couture qui faisait la fierté et la fortune de ma famille. Mon père utilisait cette voix mielleuse, presque soumise, qu'il réservait à ceux qui tenaient les cordons de la bourse. Écoutez, Arnaud. Le cas de Vivienne est plus problématique que prévu. Ses tremblements nerveux s'aggravent sous la pression des flashs, et son bégaiement est une insulte à l'élégance que nous vendons. À côté de la prestance d'Arthur, elle fait tache. Nous ne pouvons pas associer l'image de la perfection à ça. Je vais régler le problème ce soir. Une ablation nette. Elle disparaîtra des radars. Je suis restée pétrifiée, mes ongles s'enfonçant si fort dans la couverture de mon carnet en cuir que la matière a gémi. C'est à cet instant que j'ai senti une présence. Dans la pénombre du couloir, Arthur était là. À 20 ans, il portait déjà des costumes sur mesure qui épousaient parfaitement sa carrure arrogante. Il était appuyé contre la tapisserie de soie, les bras croisés, dévorant la scène des yeux. Il avait tout entendu. Il a baissé les yeux vers mes mains qui tremblaient de plus belle, puis vers mes bottines qui cliquetaient nerveusement sur le parquet. Son regard était d'une intensité presque charnelle, se délectant de ma vulnérabilité. Il a articulé lentement, silencieusement, pour que je lise sur ses lèvres parfaites, déficéientes. Puis, ce rire. Un son bas, intime, comme si ma destruction était notre petit secret. La porte s'est ouverte en grand. Mon père se tenait là, son costume gris anthracite impeccable, le col de sa chemise rigide comme une lame. Son visage était un masque de marbre. « Tu as entendu » a-t-il lâché d'une voix sans timbre. Je ne le répéterai pas. Tu fais honte à tout ce que j'ai construit. Tu as 1 heure pour vider ta chambre. Ma mère, Béatrice, est apparue en haut de l'escalier, flottant presque dans une nuisette en soie perle qui soulignait sa silhouette fragile. Ses yeux étaient cernés, humides. Elle a ouvert la bouche, effleurant la soie de son déshabillé d'une main tremblante, mais aucun son n'en est sorti. Elle n'avait jamais eu de voix face à l'argent et au pouvoir. Elle s'est contentée de détourner le regard, m'effaçant de sa réalité. Je suis passée devant Arthur. Il n'a pas reculé d'1 millimètre, m'obligeant à frôler le tissu rugueux de sa veste. Une domination silencieuse. Dans ma chambre, j'ai attrapé mon vieux sac de voyage. J'y ai jeté l'essentiel, des basiques sombres, des sous-vêtements, mon matériel de couture, et les maigres économies que j'avais cachées. Mon père m'attendait dans le vestibule. Il avait déjà retiré mes clés du trousseau familial. Je suis sortie. Il faisait un froid glacial. La pluie d'octobre frappait mon visage comme des lanières de cuir. Je portais un trench coat trop fin, la ceinture serrée à m'en couper le souffle, et mes talons glissaient sur les pavés parisiens. Le clic de la serrure derrière moi a été le son le plus définitif de ma vie. J'étais à mi-chemin de l'avenue Foch, frissonnante, la pluie glacée collant la soie de mon chemisier à ma peau de façon inconfortable, quand mon téléphone a vibré. Un numéro caché. Vivienne. La voix de ma grand-mère paternelle, Odette, était sèche comme un coup de fouet. Ne reste pas à Paris. Prends le premier train de nuit à la gare de Lyon. Descends à Avignon. Je t'y attends à l'aube.
Ne discute pas. Le lendemain matin, le Mistral balayait le sud de la France. Odette m'attendait dans sa Bastide isolée. À 78 ans, elle était sanglée dans un pantalon taille haute et un chemisier impeccable, un long fume-cigarette entre ses doigts vernis de rouge sombre. Elle m'a tendu une lourde enveloppe en cuir véritable. 1 000 €, a-t-elle soufflé en recrachant un nuage de fumée grise. Tout ce que je peux te donner sans que ton père ne trace les comptes. S'il apprend que je t'aide, il me fera enfermer dans une clinique privée sous prétexte de démence. Il a le pouvoir et les médecins dans sa poche. Elle a posé sa main glacée sur ma joue. Va à Marseille. Cache-toi. Construis ton empire dans l'ombre. Et quand tu seras prête, reviens les détruire. 3 heures plus tard, j'étais dans un train de banlieue suffocant, direction les quartiers nord de Marseille. Mon reflet dans la vitre sale me montrait une fille brisée, le maquillage coulant comme des cicatrices noires. Mais mes mains, serrées autour de l'enveloppe de cuir, avaient mystérieusement cessé de trembler. Les 6 premières années à Marseille ont eu le goût du sel, de la sueur et du sang. La transition entre les salons feutrés de l'avenue Foch et la violence brûlante des quartiers nord a été brutale. Je louais une chambre de bonne suffocante sous les toits, près du Vieux-Port. Pour survivre, j'enchaînais les nuits comme plongeuse dans un bar interlope et les matins comme femme de chambre dans les palaces de la Corniche. Faire les lits dans lesquels j'aurais pu dormir autrefois me brûlait l'âme. Le frottement du polyester bon marché de mon uniforme contre ma peau nue était une torture quotidienne pour mes sens habitués au cachemire. Certains mois, après avoir payé mon loyer, il me restait à peine de quoi manger. Mais il y avait cette boîte en métal sous mon lit. Le premier mardi de chaque trimestre, une enveloppe lourde et texturée arrivait en poste restante. 500 €. Et un mot, écrit à la plume sur un papier épais par ma grand-mère, Odette. Ne plie jamais, ma louve. Dresse-les. Cet argent ne servait pas à me nourrir. Il payait ma rédemption. 3 soirs par semaine, je me rendais dans une clinique discrète pour des séances d'orthophonie et de neurologie comportementale. Le bégaiement et les tremblements n'étaient pas une fatalité, c'était le symptôme d'une soumission psychologique que mon père et mon frère m'avaient imposée. J'ai réappris à parler. J'ai abaissé la tonalité de ma voix jusqu'à obtenir un murmure grave, presque hypnotique, où chaque syllabe était contrôlée avec une précision millimétrée. Pour dompter mes mains, j'ai commencé à coudre. La création est devenue ma thérapie, puis mon obsession. Dans la chaleur étouffante de ma chambre, je récupérais des chutes de cuir et des fins de rouleaux de soie dans les ateliers clandestins de la ville. J'ai appris le patronage sur un écran d'ordinateur fêlé. L'esthétique de ma marque, que j'ai baptisée Aveline, est née de mes propres failles. Je créais des vêtements conçus comme des armures intimes. Des pièces qui jouaient sur la fine ligne entre la contrainte et la libération, des corsets sous poitrine en cuir végétal qui forçaient une posture d'une arrogance sublime, des robes en soie lourde qui glissaient sur les courbes comme une caresse liquide, des cols montants qui allongeaient le cou avec une autorité troublante. Des vêtements pour des femmes qui refusaient d'être des victimes. Mes premières ventes se sont faites sous le manteau, puis en ligne. En 2019, la demande a explosé. Les clientes devenaient accros à cette sensation de pouvoir, à cette esthétique subtilement dominante où le vêtement dictait l'attitude. Une femme portant Aveline ne marchait pas, elle avançait. En 2021, un investisseur providentiel marseillais a posé un demi-million sur la table après avoir vu une seule de mes ceintures harnais. En 2024, mon chiffre d'affaires frôlait l'indécence. J'ai quitté ma chambre de bonne pour un loft immaculé surplombant la Méditerranée, embauché 40 artisans et imposé un sourcing éthique et luxueux. Pourtant, le fantôme des Mercés me hantait toujours. Les lettres d'Odette ne s'étaient jamais arrêtées. L'écriture devenait tremblante, l'encre plus claire, mais son esprit restait acéré. Dans sa dernière missive, elle avait ajouté un post-scriptum: quand tu décideras de frapper, préviens-moi. Je veux sentir l'onde de choc depuis ma terrasse. La première semaine de mai, l'air embaumait la fleur d'oranger. Je suis rentrée dans mon pantouse après une journée de 14 heures à superviser la collection d'hiver. J'ai retiré mes escarpins vernis et laissé le cuir froid de mon sac glisser sur le sol en béton ciré. C'est là que je l'ai vu. Sur la console de l'entrée, posée par mon assistante. Une enveloppe crème, lourde, au bord doré à la feuille d'or. Le genre de papier qui sent les vieilles fortunes et l'hypocrisie. Je l'ai saisi du bout de mes ongles manucurés de rouge noir, comme on tiendrait une lame empoisonnée. Arthur Mercé et Juliette de Montesquieu. Samedi 28 mai, 19h. Le Ritz, place Vendôme, Paris. Tenue de gala strictement exigée. 12 années de silence absolu condensées en quelques lignes imprimées. Je l'ai retourné. Aucune note manuscrite.
Juste un carton réponse adressé à une agence de conciergerie de luxe. Mon père espérait probablement que je ne la recevrais jamais, ou que je serais trop lâche, trop brisée pour y répondre. Une formalité cynique pour nettoyer sa conscience d'héritier. Je me suis approchée de la baie vitrée, observant les lumières de Marseille se refléter dans le verre. J'ai débouché une bouteille de vin rouge corsé, m'en suis versé un verre, et j'ai appelé Odette. Par sécurité, nous utilisions un dialecte corse qu'elle m'avait appris enfant, indéchiffrable pour mon père. Je monte à Paris pour les noces d'Arthur, ai-je susurré, la voix lisse et vibrante. À l'autre bout de la ligne, j'ai entendu le grésillement de son briquet, puis une longue expiration. Vas-tu porter l'une de tes armures, Piscirella, a-t-elle demandé, la voix rocailleuse d'excitation. Je vais porter une arme de destruction massive, ai-je répondu avec un sourire lent qui n'atteignait pas mes yeux. Elle a eu un petit rire sec, presque un aboiement. Ne me fais pas honte. Qu'ils s'étouffent avec leur propre venin. Elle a raccroché sans un mot de plus. J'ai passé la semaine suivante enfermée dans mon atelier privé, la nuit, concevant la pièce maîtresse de ma vengeance. Pas de noir. C'était trop prévisible. Je voulais la couleur de l'innocence pervertie, celle qui allait éclipser la mariée elle-même. Un tailleur pantalon d'un blanc optique, coupé dans un crêpe de soie d'une épaisseur vertigineuse. Le pantalon, taille très haute, allongeait mes jambes à l'infini, fluide en bas, mais enserrant mes hanches avec une fermeté implacable. La veste, portée à même la peau, se fermait par un unique fermoir métallique au creux de la taille. Sous la soie de la veste, dans le dos, se dessinaient les lignes géométriques d'un fin harnais en cuir blanc, visible uniquement lorsque le tissu épousait ma colonne vertébrale à chaque mouvement. Sur le revers du col, brodé ton sur ton, presque invisible, le logo Aveline. Le matin du mariage, j'ai pris le TGV en première classe. J'avais teint mes cheveux d'un blond polaire, glaciaux, tranchant avec le brun terne de mon adolescence. En arrivant à la gare de Lyon, l'air de Paris m'a frappé. Il sentait la pluie et l'arrogance. J'ai enfilé des gants courts en cuir d'agneau blanc, resserrant la lanière autour de mes poignets avec un geste sec. Un chauffeur privé m'attendait. Pour la place Vendôme, madame, a-t-il demandé en ouvrant la portière, baissant les yeux avec un respect teinté de fascination devant ma prestance. Oui, ai-je murmuré, fixant la ligne d'horizon grise de la capitale. Allons brûler le Ritz. Samedi soir, 19h30. Les lourdes portes à tambour du Ritz, place Vendôme, ont tourné sur elles-mêmes, me livrant à l'effervescence de l'hôtel. L'air y était saturé d'un luxe oppressant, un mélange de cire d'abeille, de lys blanc et du sillage lourd du parfum baccarat rouge. Je suis sortie de l'ascenseur privé menant au grand salon Vendôme. Je me suis arrêtée juste un instant, le temps que le crêpe de soie massif de mon tailleur pantalon immaculé se replace parfaitement sur mes escarpins à bout métallique. Le fermoir argenté enserrant ma taille cliquetait doucement à chaque respiration, imposant une posture d'une rigidité majestueuse. Sous la veste portée à même la peau, les lanières de mon harnais en cuir blanc, invisibles pour la foule mais dont la tension dictait le port altier de ma nuque, étaient mon secret le plus intime. Chaque pas que je faisais résonnait sur le marbre comme le battement d'un métronome comptant les secondes avant leur exécution. L'agent de sécurité, une montagne de muscles moulés dans un costume sombre, a croisé mon regard. Il a scruté la ligne autoritaire de mes épaules, le tombé chirurgical de ma veste, absorbant cette aura de domination silencieuse que je dégageais. Il n'a pas demandé d'invitation. Il a simplement déclipsé le cordon de velours pourpre avec une légère, presque imperceptible, inclination de la tête. J'ai réprimé un sourire glacé. 12 ans plus tôt, on m'aurait traîné de force vers la sortie de service. Le salon ruisselait d'or et de vanité. Des lustres en cristal de Bohême, des pyramides vertigineuses de macarons ladurés, une tour de coupe de champagne d'homme Pérignon. Je me suis glissée dans cette mer de costumes sur mesure et d'alliances stratégiques avec la grâce prédatrice d'un fauve. Je n'étais pas l'invité indésirable venu implorer l'aumône, j'avançais comme la propriétaire des lieux. Arthur trônait au centre de la pièce. Son bras était possessivement enroulé autour de la taille de Juliette. Il prenait la pose sous les éclairs stroboscopiques des photographes. Il portait un smoking en velours ras bleu nuit, étouffant de suffisance. Elle, une robe en satin duchesse ivoire brodée de perles qui coûtait sans doute le prix d'un bel appartement sur la corniche marseillaise. Il riait d'une blague du photographe. Le couple parfait. La dynastie Mercé au sommet de son article. J'ai marché droit sur eux. Le rythme tranchant de mes talons fendait le brouhaha mondain. Arthur m'a vu le premier. Sa main a glissé de la taille de Juliette pour retomber le long de sa cuisse, comme si son propre corps venait de le lâcher. Le rire s'est étranglé dans sa gorge pour mourir dans un râle muet.
Son visage s'est décomposé, ses pupilles dilatées par un choc viscéral. Sa mâchoire s'est entr'ouverte sur le néant. Je me suis arrêtée à 60 centimètres de lui. Assez près pour sentir l'odeur poivrée de son eau de Cologne, assez près pour voir la veine de son cou palpiter frénétiquement sous son nœud papillon. Toutes mes félicitations pour ce grand jour, Arthur, ai-je murmuré de cette voix grave et veloutée que j'avais forgée dans la douleur, vibrante de contrôle. Déjà 12 ans. Le temps file, n'est-ce pas? Juliette s'est tournée vers moi, un sourire confus plissant son maquillage parfait. Je suis désolée. Vous vous connaissez? Arthur était incapable d'articuler la moindre syllabe. Il me fixait, pétrifié, le souffle court. C'est à cet instant précis que ma mère, Béatrice, a surgi sur notre droite. Ses doigts étiques, couverts de diamants taille émeraude, tenaient 2 flûtes de champagne. Elle a croisé mon regard polaire. Ses mains ont été prises d'un spasme, les tremblements qu'il m'avait autrefois reprochés, et le cristal lui a échappé. Les verres se sont fracassés sur le marbre en 1000 éclats d'argent, éclaboussant le cuir verni de ses souliers d'un liquide doré. Le fracas a traversé le salon comme un coup de fusil. Toutes les têtes se sont tournées. Le quatuor à cordes a vacillé sur ses archets avant de sombrer dans le silence. Henri Mercé, mon père, était juste derrière elle. Le sang a déserté son visage de patriarche pour le laisser d'une pâleur cadavérique. Il a reculé d'un demi-pas, butant contre une table haute. Sa bouche s'est ouverte et fermée, tel un poisson hors de l'eau, incapable de formuler un son. Je n'ai pas scié. J'ai laissé ma présence l'étouffer, dressée au milieu des débris de verre, ma tenue blanche d'une pureté presque obscène face à leur terreur. Charles de Montesquiou, le père de la mariée et le magnate de la finance qui venait de racheter 40% des parts de Maison Mercé, s'est détaché d'un groupe de banquiers. Son regard de rapace a glissé sur le désastre familial pour s'accrocher à un détail. Le minuscule logo brodé ton sur le revers de mon col. Un A majuscule stylisé, entrelacé d'une liane aux épines acérées. Aveline. L'illumination l'a frappé avec la violence d'une gifle. Il s'est approché, repoussant brutalement un serveur, et a plissé les yeux. Il a ignoré Arthur. Il a ignoré la détresse de mon père. Aveline. A-t-il prononcé d'une voix sourde, presque révérencieuse. Vous êtes l'esprit derrière Aveline. Le rouleau compresseur de l'Ouest. Ce n'était pas une question. C'était un constat teinté de panique froide. J'ai soutenu son regard sans broncher, l'enveloppant de mon autorité naturelle. Je n'avais pas besoin de répondre. La tension subtile de mon vêtement, la maîtrise absolue de mon espace, j'étais la réponse qu'il redoutait. Derrière lui, mon père a finalement retrouvé une voix rocailleuse, méconnaissable. Vivienne. Comment? J'ai fait pivoter mes épaules avec une lenteur calculée, sentant le cuir de mon harnais caresser ma peau sous la soie, et je l'ai royalement ignoré. D'un geste fluide de ma main droite, recouverte de son gant d'agneau souple, j'ai glissé mon téléphone hors de la poche invisible de mon pantalon. J'ai tapé un message rapide à Odette. Je suis dans l'arène. Leurs genoux tremblent. Ne t'endors pas. Envoyé. J'ai rangé l'appareil, laissant le silence oppressant s'étirer encore et encore. 12 ans à forger une lame dans l'obscurité moite de Marseille. Et ce soir, je venais de la glisser, froide et tranchante, entre les côtes de leur dynastie de pacotille. 15 minutes exactement après que le cristal se soit fracassé sur le sol du salon Vendôme, Juliette de Montesquiou s'est excusée avec un sourire exsangue. J'ai juste besoin de repoudrer mon nez, a-t-elle murmuré à l'oreille d'Arthur, sa voix voilée par une angoisse naissante. Elle a échappé à son étreinte possessive, s'est glissée à travers la foule figée et s'est engouffrée dans le long couloir feutré menant aux commodités privées du palace. Une fois enfermée dans la cabine tapissée de miroirs et de marbre noir, le souffle court, elle a déverrouillé son téléphone d'une main tremblante. La soie lourde de sa robe de mariée semblait soudain l'étouffer. Elle a tapé le nom de la marque qu'elle venait de lire sur mes lèvres et de voir brodé sur mon col, Aveline. Les résultats ont explosé sur l'écran avec la brutalité d'un coup près. Aveline. Maison de couture de luxe. Esthétique de l'empower mais de la domination subtile. Siège, Marseille. Fondatrice et PDG, Vivienne Mercé. Valorisation, 720 millions d'euros. Concurrence directe et féroce des filiales de la famille de Montesquiou. Juliette a fait défiler les pages, la respiration erratique. Des articles de Vogue Business, des couvertures de Forbes. Des clichés de moi, le regard impérieux, sanglé dans des créations de cuir et de soie, refusant l'hégémonie des vieux empires parisiens.
Son père parlait de cette dirigeante mystérieuse depuis des mois, cette arriviste du Sud qui grignotait leur part de marché avec une insolence redoutable. Il ignorait que le monstre qu'il combattait portait le même sang que son futur gendre. Soudain, une notification silencieuse a illuminé l'écran. Un numéro inconnu. Un fichier audio, un document PDF, et une phrase laconique: « J'ai pensé que tu apprécierais de connaître le vrai visage de ton futur mari. Luc Valéry. » Luc, mon seul allié d'autrefois, devenu l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables du 8e arrondissement, attendait cette nuit avec la même soif de sang que moi. Juliette a pressé l'icône de lecture. La voix de mon père, Henri Mercé, froide et métallique, datant d'il y a 12 ans, a résonné dans le marbre de la salle d'eau. L'état de Vivienne est intolérable, ses tremblements, elle fait tâche à côté d'Arthur. Une erreur d'esthétique. Nous allons régler ça ce soir. Une ablation nette. Puis elle a ouvert le PDF. L'acte de déshéritement, notarié, froidement calculé, signé 7 jours après que j'ai été jetée sous la pluie battante. Le reflet de Juliette dans le miroir était celui d'une femme en train de se noyer. Au même instant, un deuxième message est apparu, cette fois venant de mon propre numéro, transmis par Luc. Maintenant, tu sais pourquoi Arthur omet l'existence de sa petite sœur. La mention « Lu » est apparue instantanément. Je l'attendais dans le couloir. Je m'étais appuyé avec une grâce indolente contre le mur recouvert de velours sombre. La rigidité bienveillante de mon harnais dissimulé maintenait ma colonne vertébrale dans un arc parfait, une posture de prédatrice au repos. Lorsque la lourde porte s'est ouverte à la volée, Juliette en a titubé, le visage de la couleur de la cendre, le mascara estompé au coin de ses yeux écarquillés. Elle serrait son téléphone à s'en blanchir les jointures. Elle s'est figée en m'apercevant. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. J'ai simplement laissé l'atmosphère s'alourdir, appréciant la façon dont mon tailleur blanc captait la lumière tamisée des appliques en laiton, un phare d'arrogance dans son cauchemar. Elle a ouvert la bouche, cherchant désespérément de l'air. Tu es elle, a-t-elle balbutié, la voix brisée. Celle dont il disait qu'elle n'avait jamais existé. J'ai incliné très lentement la tête. Le cuir a doucement crissé contre ma peau en dessous de ma veste en soie, un frisson de contrôle absolu. Ses yeux ont glissé une fois de plus vers mon col. La réalisation l'a frappé de plein fouet. Ton entreprise. Mon père essaie de détruire Aveline depuis 2 ans. Il perd le sommeil à cause de toi. Et il va marier sa fille au frère de celle qui le ruine. Elle semblait au bord de la nausée, reculant jusqu'à heurter le chambranle de la porte. Arthur ne m'a rien dit. Pas un mot. Il m'a laissé entrer dans cette famille à l'aveugle. Je me suis décollée du mur, la fluidité de mes mouvements contrastant avec l'autorité écrasante de ma présence. Mes escarpins ont claqué 1 fois, 2 fois, pour réduire la distance entre nous. J'ai exhalé doucement, imprégnant l'espace de mon parfum de cuir et d'iris. Maintenant, tu sais quel genre d'hommes ils sont, Juliette, ai-je dit d'une voix basse, sourde, qui n'admettait aucune réplique. Ils n'aiment que ce qu'ils peuvent dominer. Et ce qui résiste, ils le brisent. J'ai laissé mon regard glisser sur sa robe de mariée étouffante, l'évaluant comme un vulgaire morceau de tissu. Retourne dans cette salle. Dis à Arthur que le mariage peut continuer. Ou pas, j'ai esquissé un sourire d'une froideur abyssale. C'est toi qui tiens la laisse, à présent. Fais attention à ne pas t'étrangler avec. Je suis passé devant elle, ne lui accordant pas un regard de plus, et j'ai appuyé sur le bouton en laiton de l'ascenseur privé. Avant même que les portes vitrées ne s'ouvrent, j'ai composé le numéro d'Odette. Oui, ma louve, a grésillé la voix de ma grand-mère. Je me suis tournée vers Juliette, statufiée dans le couloir, son empire d'illusion s'effondrant autour d'elle. Dors bien, Odette, ai-je murmuré, savourant chaque syllabe. L'incendie est allumé. J'ai raccroché au moment où les portes se refermaient, emportant avec moi la pureté de mon vêtement et le triomphe silencieux de mes cicatrices, laissant la mariée seule avec ses cendres point lundi matin, 9 heures précises. Sous les dorures du palais Brognard, l'ancien temple de la Bourse de Paris, l'atmosphère était électrique. Charles de Montesquieu s'est avancé vers le pupitre, flanqué de ses attachés de presse et d'une armée d'avocats aux costumes sombres comme des corbeaux. Les crépitements des flashs l'ont enveloppé, mais son visage, taillé à la serpe, est resté d'une froideur minérale. Il a ajusté le micro d'une main ferme. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, sa voix résonnant sous la coupole avec la lourdeur d'une sentence. Avec effet immédiat, le groupe Montesquieu retire son offre d'acquisition stratégique de 150 millions d'euros concernant Maison Mercé. Nous avons découvert des vices profonds, des dissimulations toxiques et une gouvernance familiale gangrenée par le mensonge.
Toute alliance avec cette dynastie est devenue, pour nous, une abomination inconcevable. La salle a explosé. À 9h12, le titre Maison Mercé s'effondrait de 28%. À 9h27, la chute atteignait les 48%. La cotation a dû être suspendue 2 fois avant midi. Sur les écrans de BFM Business, le bandeau rouge écarlate hurlait « Chute libre pour l'Empire Mercé, moins 48,3%. » Le châtiment ne faisait que commencer. L'arrogance de mon père avait un prix, et les banques venaient d'en exiger le paiement. À 10h05, des fourgons blindés et une douzaine d'agents de sécurité privés ont bouclé les portes des ateliers historiques de la marque à Pantin et Aubervilliers. Des kilomètres de rubans jaunes ont scellé les machines à coudre. Les dentelles de Calais et les rouleaux de soie lyonnaise ont été abandonnés sur les tables de coupe. Les petites mains, ces couturières que mon père méprisait tant, ont été escortées vers la sortie avec leur dernier chèque, laissant le grand nom des Mercé pourrir dans le silence des usines vides. À 11h30, la première plainte en nom collectif pour « fraude et dissimulation de risques matériels » atterrissait sur le lourd bureau en acajou de mon père. Cette autre allait suivre avant la fermeture des marchés. L'étau se resserrait. Pendant ce temps, le vent balayait violemment le tarmac privé de l'aéroport du Bourget. Arthur n'était pas en route pour sa lune de miel aux Maldives. Il se tenait au pied de l'escalier de son jet privé, son passeport froissé entre ses mains moites, les yeux rivés sur la barrière de sécurité. Une voiture noire aux vitres teintées s'est arrêtée. Juliette en est descendue. Elle ne portait plus la soie étouffante des Mercé, mais un trench-coat noir aux lignes d'une sévérité presque militaire, ceinturé fermement à la taille, le col relevé contre le vent froid. Ses yeux étaient cachés derrière de larges lunettes noires. Elle s'est approchée d'Arthur. Le rythme de ses talons sur le béton résonnait comme le glas de sa soumission. « Juliette, enfin !» a balbutié Arthur, tentant un sourire qui ressemblait plus à une grimace de terreur. « Quoi qu'elle t'ait dit, on peut. » « Elle ne m'a rien dit, Arthur, a-t-elle tranché, la voix coupante comme du verre. « Elle m'a juste laissé écouter ton père. Et regarder tes mensonges. » D'un geste lent et délibéré, elle a sorti la lourde bague de fiançailles en diamant de la poche de son manteau. Elle ne la lui a pas rendue dans son écrin, elle l'a laissée tomber dans le creux de sa main tremblante. Le contact du métal froid sur la peau d'Arthur l'a fait tressaillir. « Mon père vient d'arracher 150 millions à ta famille. C'est terminé. Tu n'es plus rien. » Elle a pivoté sur ses talons, la ceinture de son trench claquant dans le vent comme un coup de cravache, et l'a laissé là, seule, l'ego brisé, regardant l'avion dont les portes se refermaient sans lui. De retour avenue Foch, l'hôtel particulier des Mercé était devenu une véritable scène de crime émotionnel. Le vernis de la haute bourgeoisie parisienne avait volé en éclats. Béatrice, ma mère, hurlait à s'en déchirer les cordes vocales, jetant les liasses de relevés bancaires au visage de mon père. « Tu m'avais juré que c'était réglé. Tu avais juré qu'elle avait disparu. » criait-elle, ses mains parées de bagues inutiles tremblant d'une rage impuissante. Le visage d'Henri Mercé était couleur de cendre. « J'ai payé les avocats. J'ai tout enfoui. » murmurait-il, hagard, l'air d'un empereur déchu regardant son château s'effondrer. Les voisins, dans les appartements cossus d'en face, fermaient leurs lourds rideaux de velours pour feindre l'ignorance. À 15h17, 2 berlines noires se sont garées dans la cour pavée. Les avocats spécialisés en divorce de haut vol sont entrés, attachés caisse en main. Sur l'îlot central en marbre froid de la cuisine, les papiers ont été étalés. Béatrice a signé la première, d'un geste sec et saccadé. Mon père n'a même pas pris la peine de lire sa copie. Il a juste tracé sa signature, comme on signe sa propre mise à mort. À 16h20, enfermé dans son bureau plongé dans la pénombre, Henri s'est versé 3 doigts d'Armagnac hors d'âge. Ses mains, autrefois si fermes, tremblaient violemment. Le verre tintait contre ses dents. Il a pris son téléphone et a composé le seul numéro qu'il s'était juré de ne jamais rappeler. Odette a décroché à la 4e sonnerie. Le crépitement de son briquet a résonné dans le combiné. « Maman !» a soufflé mon père, la voix brisée, l'arrogance totalement dissoute. « Maman, j'ai besoin. »« Non », a répondu Odette. Sa voix n'était ni en colère ni triste. Elle était d'une froideur chirurgicale, la lame parfaite pour achever l'animal blessé. « Tu n'as besoin de rien. Tu ne m'appelles plus jamais. » Clic, la ligne est morte. Il a rappelé, encore et encore, laissant cet message vocaux empreint de désespoir. Elle n'a jamais répondu. À Marseille, le soleil déclinait sur la Méditerranée, inondant mon loft d'une lumière dorée et sanglante. Je portais un peignoir en soie noire, cintré par un obi en cuir fin qui m'enserrait la taille avec une douceur autoritaire.
Je tenais une coupe de champagne dans une main, mon téléphone dans l'autre. Je regardais les titres de BFM Business défiler. La chute des Mercé. À 18h, le cycle de l'information passait déjà à autre chose, oubliant l'empire déchu comme on balait des miettes. Je me suis approché de mon coffre-fort encastré dans le béton brut. À l'intérieur, posé à côté de l'escarpin blanc que j'avais porté samedi dernier, reposait l'épaisse enveloppe en cuir véritable contenant les 1 000 € originaux d'Odette. 12 années de silence. 12 années à tisser ma toile dans l'ombre, fil après fil, point après point. Ils avaient voulu me briser parce que je tremblais. Mais aujourd'hui, j'avais dompté mes démons, je les avais habillés de cuir et de soie, et je leur avais appris à mordre. Aujourd'hui, c'était eux qui tremblaient. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'étais parfaitement immobile.